Les départs sonnent toujours comme de nouvelles aventures, même lorsque les valises se bouclent. Elles contiennent à jamais des milliers d'images accumulées, des centaines de souvenirs, des dizaines d'amitiés. Elles renferment notre humanité et conditionnent nos vies. Telle est la poétique du voyage. La 3e année est le plus long des voyages qu'un science-piste puisse faire. L'occasion immanquable de se promener et de décentrer nos regards. Partir outre-Manche pour découvrir la culture britannique, telle est l'expérience que vous allez vivre à présent. Oubliez vos croyances et traversons dès maintenant la frontière de nos zones de confort, à la rencontre du modèle de nos voisins toujours européens. Ah, vous êtes déjà là? C'est-à-dire que je vous attendais pour le 23 mars? Ah, vous êtes le 23 mars? Ici, nous sommes toujours le 22 février. Nous avons remonté le temps par rapport au 5e numéro de Back to UK, je sais. Et c'est l'heure du derby. Non, pas ce derby-là. Pas la commune d'Angleterre, le derby de rugby. Non, je vois ce que vous allez dire. Pas rugby, la commune d'Angleterre non plus. Mais le sport auquel la commune a donné son nom. Oui, c'est exactement ça. Ce sport au ballon ovale où la France serait multiple championne du monde si le match s'arrêtait à la mi-temps. D'ailleurs, si le match s'était arrêté à la 40e minute, la France aurait été qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby 2019. Mais voilà, il y a eu une deuxième mi-temps et ce sont les Gallois qui l'ont emporté. L'heure de la revanche a-t-elle enfin sonné ? Alors pour ce faire, chance d'être en territoire britannique, je vais poser la question directement à une Galloise. Bonsoir Loïc. Bonjour. Alors tu nous rejoindras tout à l'heure à la mi-temps pour un décryptage de la culture galloise, mais en attendant, quel est ton pronostic pour cet affrontement ? 22 à Pays de Galles et 14 à la France. Très bien, alors moi je pronostique un match assez serré entre la France et le Pays de Galles, et évidemment, mon cœur battant pour la France, je vais dire 20-18 pour les Bleus. Nous allons donc suivre la France-Pays de Galles de ce tournoi Destination 2020. Véritable fil rouge de cette émission. Mais évidemment, nous visiterons de nouvelles villes, découvrirons de nouvelles chansons et traditions comme toujours. Vous êtes le 23 mars 2020 et le coup d'envoi de ce 6e numéro de Back to UK vient d'être sifflé. Bonsoir. Without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing at all. Bienvenue dans le 6e numéro de Back to UK. 6e comme 6 nations. Heureux hasard du calendrier. En effet, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, nous évoquerons les 6 nations qui composent ce tournoi. Je vous invite à être bien attentifs pour toutes les trouver. La première d'entre elles est la France, tout naturellement, depuis laquelle vous êtes toujours nombreux à suivre Back to UK. Merci infiniment. La deuxième, c'est l'Angleterre, puisque nous serons en partie sur son sol à York. Et la troisième nation, le Pays de Galles, que nous allons battre aujourd'hui, je l'espère. Sans plus attendre toutefois, au-delà de ces 20 mots, et alors que la France mène déjà 5-3 sur la pelouse de Cardiff, je vous propose de partir à la découverte du plus grand tournoi de rugby de la planète. Si familier chaque année, son récit depuis les origines reste pourtant encore à connaître.
Voici une histoire destination. Pourquoi évoquer l'histoire du plus célèbre tournoi de rugby de la planète après la Coupe du Monde dans Back to UK, me direz-vous? Eh bien tout d'abord, parce que ce serait inconcevable de ne pas évoquer le tournoi alors qu'il s'agit du titre de cet épisode. Et parce que le tournoi destination était initialement un tournoi britannique, le rugby étant né au Royaume-Uni. C'est en effet dans l'école de la commune anglaise de rugby, une école célèbre pour sa qualité d'enseignement, qui vit notamment défiler le futur Premier ministre Neville Chamberlain, ou encore l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles Lewis Carroll comme élève, que naquit le sport au ballon ovale. La légende veut que dans les années 1820, un jeune élève excédé de perdre un match de football prit le ballon dans ses mains pour le déposer après la ligne de but. Les règles de ce nouveau jeu furent codifiées une vingtaine d'années plus tard par d'autres élèves de cette école de rugby en 1846. Avant d'être officialisé le 8 décembre 1863. Il faudra encore attendre 8 ans supplémentaires pour assister à la première rencontre internationale de rugby, entre l'Angleterre et l'Écosse, le 27 mars 1871. Les bases du tournoi destination sont progressivement plantées. L'Irlande puis le Pays de Galles débarquent sur la scène internationale de rugby. Et les 4 nations qui constituent alors la Grande-Bretagne s'affrontent en partie pour la première fois en 1882. Le Home Nation Championship est né. Ces premières années de la première version du tournoi furent très mouvementées. Des querelles entre fédérations, à propos de la non-professionnalisation des joueurs, du refus de l'Angleterre de rejoindre la première fédération internationale de rugby, entraînèrent des boycotts des équipes entre elles. Le tournoi gagna sa stabilité à l'aune du XXe siècle. Le premier bouleversement majeur eut lieu en 1910. Depuis quelques années déjà, le rugby s'est durablement implanté hors des îles britanniques, notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud. Et en France également. L'équipe de France joue son premier match de l'histoire en étant battue par les Néo-Zélandais le 1er janvier 1906, avant d'affronter les nations britanniques les années suivantes. En 1910, la France intègre le tournoi de rugby britannique, qui devient pour l'occasion le tournoi des 5 nations. Cette intégration posa quelques problèmes. Une bagarre et une intervention de l'armée qui s'ensuivit lors d'un France-Écosse en 1913 entraînera un boycott de la France par le 15 du Chardon l'année suivante. Puis la France dut suspendre sa participation durant la Première Guerre mondiale. Et enfin, elle fut exclue du tournoi entre 1931 et 1939, notamment en raison de son jeu considéré violent par les Britanniques. Le tournoi des 5 nations reprend son cours normal après-guerre en 1947. Oh, il y eut bien quelques tensions, notamment en raison du professionnalisme interdit dans le monde du rugby. De longues périodes de domination par certaines équipes également, comme le Pays de Galles durant les années 1970, ou la France dans les années 1980. Des enjeux géopolitiques également, comme le conflit nord-irlandais qui entraîna l'interruption du tournoi en 1972. C'est le début du 3e millénaire qui vit apparaître la forme moderne et familière de ce tournoi emblématique. En 1996, le tournoi des 5 nations devint la Coupe d'Europe des nations de rugby à 15. Le vainqueur du tournoi étant désormais considéré comme champion d'Europe. Mais surtout, en 2000, l'équipe d'Italie rejoint le tournoi désormais nommé Tournoi des 6 nations. La fin du XXe siècle et le début du XXIe virent également l'apparition d'un certain nombre de trophées dans le tournoi. Le Millennium Trophy, récompensant le vainqueur du match entre l'Angleterre et l'Irlande, le Centenary Quetch, pour celui opposant l'Écosse à l'Irlande, le trophée Garibaldi, pour le match entre la France et l'Italie, le trophée Eurostar entre la France et l'Angleterre, ou encore le trophée Old Alliance entre la France et l'Écosse, en hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 2020, le tournoi demeure inachevé en raison du coronavirus, mais que va-t-il advenir dans les prochaines années pour le tournoi destination ? Plusieurs nations demandent expressément depuis des années à rejoindre le tournoi, comme la Roumanie et la Géorgie. Et plus étonnamment, également des nations extra-européennes comme l'Argentine, le Japon, l'Afrique du Sud
et les Fidji. Mais après tout, le tournoi s'est toujours adapté à l'histoire, et pourrait bien ne pas encore être au bout de ses évolutions. Nous allons faire une pause dans notre suivi du tournoi Destination. Imaginez-vous momentanément un dimanche soir, au Royaume-Uni. Oh, vous pouvez faire bien des choses en cette fin de week-end. Lire un bon livre, vous préparer à manger pour la semaine à venir, et si vous êtes à l'université, faire vos lectures pour les prochains cours. Ou si vous avez été bretonné à la culture anglaise, allumez votre télévision. C'est en effet une série qui rythme le quotidien des Britanniques depuis maintenant plus de 56 ans, avec une interruption de 16 ans toutefois. Son identité, son logo, ses personnages ont beaucoup évolué depuis 1963, bien évidemment. Mais la série n'en demeure pas moins un symbole outre-Manche. Je veux bien sûr parler de Doctor Who, dont chaque épisode déchaîne les passions ici en terre britannique. Parfois plus que les épisodes de Game of Thrones par ailleurs. La série est ici mythique, diffusée également en France, et pourtant, beaucoup de gens ne la connaissent que de nom dans notre pays. Sans plus attendre, pour ce 6e numéro de Back to UK, je vous propose de partir direction Gallifrey, et on se retrouve prochainement sur Terre. Doctor Who, c'est l'incarnation même du renouveau de la culture britannique, imprégnant le pays depuis plus d'un demi-siècle. En témoigne entre autres ce morceau de Radiohead, Up on the Ladder, mentionnant le TARDIS, célèbre vaisseau du Docteur dans la série. Mais avant d'aller plus loin, revenons à l'essentiel. Doctor Who est apparu sur les écrans britanniques, et plus précisément sur la BBC, le 23 novembre 1963. Il s'agissait de créer une série éducative de science-fiction, à travers des voyages dans le temps notamment, censés enseigner ludiquement des pans de l'histoire aux jeunes Britanniques. L'incarnation même de la série est le Docteur, un personnage mystérieux au début de la série, qui voyage donc à travers le temps et l'espace dans son vaisseau le TARDIS, traduit en français par temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Celui-ci a la forme d'une cabine de police bleue des années 60. Forme n'ayant jamais changé depuis lors. Pour la petite histoire, ce choix des scénaristes fut l'objet postérieurement d'une bataille juridique entre la police et la BBC concernant la production d'objets dérivés de la série. Une bataille remportée par la BBC, car il fut considéré que l'image de la cabine bleue était plus communément associée à Doctor Who qu'à la police britannique. Bref, le Docteur, personnage empli de mystère au début de la série, s'avère être en réalité un extraterrestre issu de la planète Gallifrey, mais au physique extérieur humain. Il a cependant la possibilité de se régénérer lorsqu'il vient à mourir, changeant ainsi de physique et de caractère. Artefact permettant la continuité de la série en remplaçant son personnage principal régulièrement. Doctor, I let you go. En 38 saisons, il y eut ainsi 13 docteurs différents. Le 13e docteur, dont l'histoire est toujours en cours, étant pour la première fois de la série joué par une femme. Le docteur voyage donc à travers l'univers et le temps, accompagné de ses compagnons, la plupart du temps des humains, qui se sont succédés tout au long de l'histoire de la série.
Élément de trouble sans lequel la série ne pourrait exister, ils luttent ensemble contre toute une série d'ennemis, parmi lesquels bon nombre de monstres extraterrestres, les Cybermen ou encore les mythiques Daleks, contre lesquels les habitants de la planète Gallifrey, dont fait partie le Docteur, luttent inlassablement. Ce qui causera une immense guerre entre les deux civilisations et la quasi-disparition des habitants de Gallifrey. Mais l'ennemi le plus emblématique du Docteur est un autre habitant de la planète Gallifrey, le Maître, avec qui le Docteur a grandi. En effet, le Docteur n'est pas le seul à pouvoir se régénérer lorsqu'il meurt. C'est le point commun de tous les habitants de Gallifrey, appelés les Seigneurs du Temps, dont fait partie le Maître. Entre lui et le Docteur, c'est une relation d'attirance, de respect et de haine qui se joue, rendant leur histoire commune intéressante. Une relation qui culminera, lors de cette saison sortie en 2020, par des révélations surprenantes sur la véritable histoire du Docteur, revisitant ainsi totalement la mythologie de Doctor Who et ce que les Britanniques pensaient savoir depuis 57 ans. Car Doctor Who, c'est aussi cela. Une mythologie qui s'étend sans cesse et qui est constamment affinée sans pour autant remettre en cause ce qui a été imaginé auparavant. L'objectif des scénaristes étant d'apposer leurs pattes à l'œuvre sans la dénaturer. Tel est donc le canevas général d'une série née en 1963 sur la BBC. De cette première série d'ailleurs, beaucoup d'épisodes furent malheureusement perdus, puisque la BBC avait pour habitude d'effacer ses bandes après la diffusion jusqu'en 1978. La série fit des belles heures de la télévision britannique, tant en termes d'ancrage dans la culture populaire que d'audience, avant de pâtir d'un progressif désintérêt de la seconde moitié des années 1980 et de disparaître en 1989 après 26 saisons. Cependant, la BBC ne souhaitait pas tuer sa perle et chercha par la suite une société de production permettant la reprise de la série. Des négociations donnèrent lieu à un premier retour en 1996 sous forme d'un long téléfilm, qui malgré l'audience au rendez-vous, fut un échec. C'est en 2005 que Doctor Who fit enfin son grand retour sur les écrans britanniques, à travers sa seconde série, qui est toujours en cours aujourd'hui. Une seconde série notamment marquée par un épisode spécial en 2013, le jour du Docteur, marquant les 50 ans de Doctor Who, le retour d'anciennes apparitions du Docteur et la narration du conflit majeur entre les Daleks et les Seigneurs du Temps. Il n'est guère possible d'évoquer plus longuement une série dense et complexe de 38 saisons en un reportage succinct. Le mieux est sans doute de regarder la série pour comprendre le phénomène qu'elle représente et son importance aux yeux des Britanniques. Quoi qu'il en soit, pour terminer, tout cela vaut bien un petit voyage en Tardis. Peut-être ferons-nous un retour prochain sur Gallifrey, mais rien n'est encore certain. Voilà, après ce petit voyage temporel, du 22 février et le match France-Pays de Galles, aux dernières nouvelles, la France mène 15-6, le Tardis vient de nous faire atterrir le 23 mars, où la situation mondiale liée au coronavirus se veut particulièrement dramatique. En ces temps agités, alors que des pays comme l'Italie, l'Espagne et bien entendu la France ont opté pour une stratégie de confinement, un pays résiste encore et toujours à la rationalité. Ce pays, c'est le Royaume-Uni. Le gouvernement de Boris Johnson a d'abord considéré avec désinvolture le coronavirus, choisissant par doctrine initiale l'immunité collective, avant de progressivement adopter des mesures plus appropriées au contexte. Vous avez peut-être buté sur l'expression immunité collective, et vous vous demandez de quoi il s'agit. Pas de panique. Vous allez tout comprendre au traitement de la crise du coronavirus en Grande-Bretagne et l'évolution de la situation dans le reportage à suivre. Immunité collective, Kesako, c'est tout de suite. L'immunité collective est ce principe qui veut que plus une population est immunisée contre un virus, qu'elle ne peut donc pas être infectée par un virus spécifique,
plus une épidémie a de faibles chances de se produire. Plutôt que de se résumer à cette explication barbare, illustrons. Voici une population de 12 personnes. Imaginons qu'un nouveau virus contagieux, comme l'est le Covid-19, débarque dans la population. L'épidémie se propage. Le virus se développe dans la population, puisque nos systèmes immunitaires ne connaissent pas le virus. Vous me direz alors, pourquoi toute la population représentée sur ce schéma n'est pas contaminée par le virus, en partant du principe qu'il y a toujours des interactions dans la société? Eh bien, une fois contaminées par le virus, les personnes concernées, représentées en rouge, ont développé une réponse immunitaire. Et leurs lymphocytes ont gardé mémoire du virus pour lutter plus facilement contre lui la prochaine fois. C'est cela qu'on appelle l'immunité. Le reste n'est que statistique et logique. Si la majorité de la population est immunisée, elle ne peut donc plus propager le virus. Les personnes non contaminées durant l'épidémie, peu nombreuses, ont donc moins de chances de croiser des personnes vecteurs du virus et d'être contaminées à leur tour. C'est l'immunité collective. Cette immunité, vous l'aurez compris, elle peut être naturelle, après une épidémie, ou créée par l'homme, avec les vaccins. On estime en règle générale que 75% de la population doit être immunisée pour qu'un virus ait une probabilité quasiment nulle de se propager. Mais cela dépend des virus, car tous ne se ressemblent pas. Ayant à présent compris le concept, vous vous dites que finalement, dans le cadre du coronavirus, la stratégie du gouvernement britannique n'est pas si stupide que ça. Mais c'est vite oublier les spécificités du coronavirus. En effet, le virus est plus contagieux que d'autres virus, comme celui de la grippe, ce qui nécessite un pourcentage de personnes contaminées plus élevé que 75% pour que la population soit immunisée. Aussi, tabler sur cette immunité collective, c'est oublier qu'on ne connaît encore que peu de choses du Covid-19, et notamment sur le développement d'une immunité dans notre organisme après la contamination. L'immunité contre un virus n'est en effet pas éternelle dans notre organisme. C'est pour cela que nous avons des rappels de vaccins à effectuer régulièrement. Dans le cas du coronavirus, il semblerait, au vu des premiers constats, que cette immunité ne dépasse guère quelques jours, ce qui signifierait qu'on peut être contaminé plusieurs fois par le coronavirus. Dans ce cas, l'immunité collective tomberait à l'eau, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de vaccin contre le Covid-19 pour stimuler cette immunité. Attendre le développement d'une immunité collective dans une population sans vraiment agir, comme le fut la stratégie initiale du gouvernement britannique, c'est donc prendre d'énormes risques, notamment ne pas savoir quand cette immunité collective, si tant est qu'elle soit atteignable, se réalise. C'est également, au vu de la mortalité du virus chez les personnes vulnérables, sacrifier une grande partie de sa population. De la théorie, passons à la pratique. Si dans un premier temps, Boris Johnson s'est fié à son conseiller scientifique Patrick Vallance, ancien responsable de recherche dans un groupe pharmaceutique, pour prôner la stratégie d'immunité collective, la situation a aujourd'hui évolué. La pression sociale a en effet augmenté. Et des études montrent que des désordres publics seraient à prévoir si le peuple britannique estime que le gouvernement les met en danger. De plus, l'épidémie s'accélère en Grande-Bretagne, avec une augmentation de 30% de cas détectés le 18 mars. La fermeture des écoles en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, décidée par les gouvernements locaux, ne laissait d'autre choix à Boris Johnson que de fermer les écoles anglaises à son tour pour le 20 mars. Ce même jour, le Premier ministre annonça la fermeture des pubs, restaurants, cinémas, salles de sport, emboîtant enfin le pas à la France 6 jours après. Il faut dire qu'entre-temps, les polémiques se sont succédées en Grande-Bretagne. Les images de concerts géants, relayées ici par Quotidien, ont choqué par leur inconscience. La femme d'un responsable écossais de la santé s'est rendue à un de ces concerts. Et le responsable en question a indiqué qu'il en aurait fait de même s'il avait pu, déclenchant un tollé. Signe d'une approche désinvolte de la situation. Pour faire d'ailleurs un point sur la situation au 22 mars au matin,
il y avait 5863 cas détectés au Royaume-Uni et 281 morts. Le confinement tel qu'adopté par de nombreux pays européens, comme l'Italie, l'Espagne et bien évidemment la France, a pour objectif premier d'étaler l'épidémie et d'éviter un engorgement soudain des hôpitaux. Comme l'ont dit de très nombreux médecins, il vaut mieux avoir 100 patients sur 100 jours que 100 patients en une journée, ce qui garantit évidemment une meilleure prise en charge et une limitation du nombre de décès. Tabler sur une immunité collective, une politique de ces fers donc, c'est prendre le risque d'avoir un pic brutal du nombre de malades et ne pas avoir les moyens suffisants pour prendre en charge tous les malades. Concrètement, en Italie, ce pic de contamination s'est traduit par une situation où, par manque de moyens, les médecins devaient choisir à qui donner une assistance respiratoire en priorité et qui potentiellement laisser mourir. Le gouvernement britannique revient progressivement sur sa stratégie d'immunité collective. Mais le mal est fait. Et une situation comme en Italie n'est pas impossible. Comme en France, le système hospitalier britannique est en tout cas à bout de souffle. Le NHS, service de santé britannique, ayant notamment été l'un des sujets primordiaux des dernières élections. Sa capacité à tenir face au coronavirus dépendra donc de l'évolution de la situation. Mais bien sûr, pour conclure ce reportage, je vous en propose 2 en lien avec la culture britannique. Car le meilleur remède face à la tragédie est l'humour. Le premier de ces mêmes, une recomposition de la célèbre photo des Beatles sur Abbey Road, évoque directement la situation en France. Ça se passe de commentaires. Le second même, c'est cette bataille finale qui se prépare entre ce virus qui sème la terreur et l'immortelle reine d'Angleterre. Voilà, on se retrouve dans ce studio mobile. Et c'est la mi-temps de ce France-Pays de Galles. La mi-temps de ce Back to UK également. Et depuis le temps que je vous le promets, voici le York News. Alors nous ne retrouverons finalement pas Laurie aujourd'hui pour un décryptage de la culture galloise. Elle se remet encore difficilement d'une première mi-temps pénible pour son équipe de cœur. Car je vous rappelle que l'équipe de France mène actuellement 17-9 sur la pelouse de Cardiff. Dur moment pour le 15 du Poireau qui est censé écraser ce tournoi à destination. On me signale d'ailleurs dans l'oreillette que nous avons retrouvé le pronostic lancé par Laurie avant la compétition. Wales will win the Six Nations. Une prédiction qui s'avère finalement remarquablement juste. Enfin, nous n'allons pas vendre la peau du 15 du Poireau avant de l'avoir tué. Il reste encore 40 minutes à jouer et tout peut encore se produire. En attendant, je vous propose de partir à la découverte de différents livres qui pourront vous occuper dans les jours à venir. Durant quelques minutes, nous allons en effet évoquer quelques conseils lecture. Faire une revue de presse de l'Université de York. Un peu tardive, je vous l'accorde. Pour débuter cette émission dans l'émission, je vous propose de découvrir quelques romans non britanniques, mais qui disposent d'une aura particulière sur ces terres. Notre thème du jour concerne les dystopies se déroulant dans des régimes totalitaires. Le premier de ces romans est Oui, autrement nommé Nous autres, en français. Écrit par l'auteur russe Zamayatin entre 1920 et 1921, durant la guerre civile. L'histoire a justement pour caractéristique d'être la mère de toutes les dystopies et d'avoir fortement inspiré le fameux 1984 de George Orwell. Décidément. Nous autres décrit un état totalitaire, appelé état unique, entouré par un immense mur, et à l'intérieur duquel tout est transparent, au premier sens du terme. L'État prétend évidemment tout régir, et le personnage principal, D503, tombe progressivement amoureux de I330, une femme à la tête de la résistance qui se sert de cette relation pour faire basculer D503 dans la résistance. Elle fait ainsi découvrir à D503 la maison ancienne, soit le dernier bâtiment de l'État unique qui ne soit pas transparent.
se servant ainsi des souvenirs de l'ancien monde pour faire naître l'envie de résister au totalitarisme moderne. Toute ressemblance avec les personnages de Winston et Julia chez Orwell serait fortuite. Et la fin, que je ne vais guère vous révéler, est tout aussi tragique. Nous autres, de Zamayatine, un roman à découvrir de toute urgence en tout cas. Et que dire des Testaments, le dernier livre de Margaret Atwood. 32 ans après Les Servantes écarlates, l'écrivaine canadienne nous ramène à Gilead, cet état religieux totalitaire qui a remplacé les États-Unis après une crise liée à la chute de la fécondité et à un coup d'État. Dans les Testaments, Margaret Atwood fait le choix de nous raconter Gilead de l'intérieur, à travers la narration de la tante Lydia qui a contribué contrainte à la fondation de l'État totalitaire, et de deux jeunes filles à Gilead et au Canada qui vont bientôt découvrir leurs liens, dont le secret réside dans la Servante écarlate. Si le premier roman était une mise en garde, le rappel que l'avancée des droits et de l'égalité est une lutte de tous les jours et peut s'ouvrir d'un énorme retour en arrière, Les Testaments est un roman d'espoir. Il nous rappelle, à travers le cas de Gilead, comment un État totalitaire, et une dictature en général, fonctionnent. Quels sont ses points faibles? Et surtout, comment ce macabre château de cartes peut s'effondrer. Un best-seller, honoré du prestigieux prix Booker, à lire de toute urgence là encore, si vous ne l'avez pas déjà dévoré. L'heure tourne, et je vous propose à présent une courte revue de presse à l'Université de York. Nous allons en effet découvrir brièvement les deux journaux étudiants de l'université, le York Vision et le Naos. Le premier est un tabloïd. Alors, que désigne-t-on par tabloïd au juste? Eh bien en fait, c'est juste le format du journal. Un format plus compact et plus facile à prendre en main. 2 fois plus petit qu'un journal dit traditionnel. Ce qui fait qu'on pourrait également désigner le Naos sous ce nom. Ainsi, le format tabloïd a été adopté par bon nombre de journaux destinés au grand public en raison de son contenu plus resserré. Ce qui fait que le nom tabloïd est devenu commun pour désigner la presse populaire, comme The Sun au Royaume-Uni. Ici, avec le York Vision, nous ne sommes pas dans cette catégorie, mais il est intéressant de découvrir la presse étudiante car elle est bien plus développée et diverge fortement des journaux étudiants français. En effet, on y découvre, comme ici, des enquêtes sur le fonctionnement même de l'université et de son administration. Le numéro datant d'octobre 2019 offre ainsi une investigation sur l'utilisation excessive de l'avion par l'administration de l'université de York, ayant coûté 58 000 livres en 3 ans, pour 88 vols, 204 000 miles et 35 377 kg de dioxyde de carbone d'après le York Vision. Le journal s'engage aussi pour l'environnement et évoque les actions du mouvement Extinction Rebellion au sein de l'université. Enfin, ce numéro du journal comporte un dossier spécial Freshers, c'est-à-dire consacré aux nouveaux arrivants à l'université, présentant les événements passés, les sociétés que comprend l'université, des conseils de bar ou encore des témoignages d'étudiants sur leur arrivée à l'université. Voilà pour ce très rapide passage en revue du York Vision. Découvrons maintenant succinctement le Naos, qui rappelle sur sa première page avoir été désigné meilleur journal étudiant britannique en 2018. Le journal est plus épais et évoque en tout point un journal traditionnel avec ses rubriques d'actualité, de musique, de sport, de sciences, business, politique. Le numéro du 29 octobre offre ainsi son soutien aux pro-démocrates à Hong Kong, évoque l'agrandissement à venir du campus de l'université, déjà en travaux, tout en étant critique sur l'impact sur l'environnement. Le journal décrit également les enjeux politiques du moment désormais passé, expliquant le rôle du FMI ou encore en évoquant la division du Parlement britannique en octobre dernier. Avant de clore ce premier Euronews encore en rodage, nous allons parler films et séries. Pour ce faire, je vous propose de partir en direction d'une petite commune du sud de la France, dans l'Ariège. La commune se nomme Saint-Lizier. Vous ne la connaissez sans doute pas, et on y retrouve tout de suite Lauralis. Comment ça va, et est-ce que ce n'est pas trop difficile de rester confiné?
Pour l'instant, le confinement ça va. J'ai pu faire plein de jardinage, profiter du beau temps, écouter de la musique, bronzer un peu. Enfin, on s'occupe et il y a toujours des choses à faire, donc c'est pas un problème. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques images de Saint-Lizier justement? C'est une très très bonne blague, hein. Si on pouvait sortir, clairement je vous montrerai plein de photos. Je vous montrerai en live, on va dire, la cité médiévale, le palais des évêques ou la chapelle du Marsan. Mais là, je peux seulement vous montrer ma haie fraîchement taillée, mais c'est pas très, on va dire, pas très amusant. Voilà. Alors quel film et série britannique as-tu choisi? Pour ce qui est film et série, donc j'ai un film en tête qui s'appelle Billy Elliot, réalisé dans les années 2000 par Stephen Daldry, qui raconte l'histoire d'un jeune homme issu d'une famille de mineurs qui se découvre une passion pour la danse classique alors qu'il va dans son cours de boxe anglaise, qui est en fait le cours donné aux filles juste à côté. Et en fait, on suit en fait la passion naissante du garçon pour la danse classique dans un milieu où les normes sont plutôt sport de garçon, sport de filles. Et donc c'est un film qui remet en cause en fait ce qui est attendu d'un jeune garçon, d'une jeune fille dans l'adolescence, et en quoi ce qui est attendu d'eux va faire ce qu'ils vont devenir en tant qu'adultes. Donc c'est un beau film qui a ouvert la voie sur plein d'autres films qui remettent en question en fait le genre, ce que c'est d'être un garçon, ce que c'est d'être une fille. Donc je recommande vraiment. Et en série, il y a la série Fleabag, qui est une série assez courte de seulement 2 saisons, qui a été faite dans les années 2016-2018, et qui a été faite pour la BBC, qui raconte l'histoire d'une jeune londonienne qui doit faire le deuil de sa meilleure amie. Et en fait, on suit son deuil à travers ces 2 saisons, ses expériences, les souvenirs qu'elle doit faire face pour pouvoir surmonter cette épreuve. C'est une série comique. On s'attache énormément au caractère. Comme c'est une série qui est assez courte, du coup, on est toujours vraiment concentré. Tous les détails sont importants. Ça montre des thèmes sur le féminisme, des thèmes sur l'égalité homme-femme. Plein de petites références cachées qui valent vraiment le détour. Et j'ai vraiment adoré cette série. C'était tellement triste de savoir qu'il n'y avait que 2 saisons. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut. C'est une histoire, en fait, c'est un voyage à travers le deuil vu d'une façon un peu moins sinistre, on va dire. Et ça apporte une fraîcheur. Et ça aide vraiment à se rendre compte des petits détails de la vie. Faut faire attention à ci, faut faire attention à ça. Donc je recommande vraiment. Voilà, j'espère que voilà. Sinon, on peut toujours faire l'intégrale Harry Potter. Généralement, ça plaît et on voit pas le temps passer avec Harry Potter. Donc aussi, pour la période de confinement, ça peut être génial. Voilà. Merci beaucoup Lauralis. Je rappelle que tu étais donc en direct de Saint-Lizier dans l'Ariège. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Back to UK, évidemment. Voilà. Du sud de la France, nous allons remettre le cap vers le nord de l'Angleterre. Vers cette ville qui, tout naturellement, nous guide depuis le début de l'aventure, mais que nous pouvons explorer davantage. La capitale emblématique du Yorkshire a encore quelques merveilles à nous révéler. Avant que les rayons du soleil ne s'évanouissent au loin, voici York de dernière lueur. Il est temps de partir à la découverte de 2 derniers lieux emblématiques de York que nous n'avions qu'esquissés dans le tout premier numéro de Back to UK. Le premier est le monument le plus reconnaissable de York après sa cathédrale. À l'entrée de la cité médiévale, la Clifford Tower se dresse au sommet de sa motte. Il s'agit en réalité du dernier vestige du château de York. Le premier château de York fut bâti à l'époque normande, probablement sous les ordres mêmes de Guillaume le Conquérant. La Clifford Tower, au sommet de sa motte, isolée, encerclée par les eaux,
en était la pièce maîtresse. Mais le donjon du château ne survécut guère plus d'un siècle et demi. En 1190, York connaît en effet l'un des pires massacres de son histoire. Une hostilité envers les Juifs s'installait alors partout en Angleterre, et la rumeur d'une décision royale de massacre mit le feu aux poudres. La population de York prit la communauté juive à partie, et la violence employée conduisit cette dernière à se réfugier dans le château, où elle fut assiégée. La situation dramatique et la méfiance de la communauté juive envers les autorités royales locales conduisit à un suicide collectif et à l'incendie de la Clifford Tower pour ne pas que leur corps se mutilent. 150 juifs trouvèrent ainsi la mort, dans le pire pogrom qu'ait connu l'Angleterre médiévale. La Clifford Tower fut reconstruite, toujours en bois, et il faudra attendre 1245 pour que la tour soit reconstruite en pierre, sur un modèle quadrilobe original. C'est cette tour qui domine toujours le ciel de York près de 8 siècles plus tard, offrant un point de vue imprenable sur la ville. Du reste du château originel de York, il ne demeure plus grand-chose aujourd'hui. Le bâtiment fut progressivement transformé après le XVIIIe siècle, faisant notamment place à une prison. Aujourd'hui, le site accueille le musée de la ville. Attirant plus de 280 000 visiteurs chaque année, il est relativement hétéroclite dans les reconstitutions historiques qu'il présente. Ce qui frappe d'abord les yeux, c'est cette collection rassemblée par le Dr Kirk au début du XXe siècle, et qui aboutit à l'ouverture du musée en 1938, afin de reconstituer la vie quotidienne de différents habitants du Yorkshire, issus de différentes classes sociales à partir du XVIIe siècle. En résulte de splendides reconstitutions témoignant de périodes passées, des objets semblant tantôt anodins, tantôt magnifiques, qui mis ensemble font sens. Des expositions sur les jouets ou les cuisines renforcent cette volonté de témoigner du quotidien à travers les temps. Bientôt, nous entrons dans la reconstitution d'une rue de l'époque victorienne, si réaliste qu'on s'y croirait. Les ateliers, boutiques, postes, calèches se succèdent dans une précision jusqu'au moindre détail. Mais dans ces travées, guère le temps de nous attarder. Une tragédie nous appelle. Une exposition consacrée à la Première Guerre mondiale se dévoile dans le musée, avec une reconstitution certes modeste de tranchées, adaptée à l'endroit. En continuant davantage, c'est une autre exposition qui frappe les esprits par son décalage. Le musée des relations brisées. Différents objets ordinaires sont présentés, mais chacun associé à une histoire qui leur donne un sens. En témoigne par exemple ce porte-clés attaché à une histoire d'amour s'étant déroulée à Compiègne. L'exposition ne fait pas l'impasse sur l'événement britannique majeur de ces dernières années, le Brexit, qui a le droit à sa salle particulière. Le Brexit n'est-il pas, après tout, à sa façon, une relation brisée ? Notre visite au York Castle Museum, dernier détour à York, touche bientôt à sa fin. Il nous faut encore faire le tour des remparts, vestiges de l'ancien château, et traverser une exposition sur les années 1960 en Grande-Bretagne. Quelques marches en contrebas, le dernier trésor du château se dévoile. Les caves du château sont en effet d'anciennes prisons, qui accueillirent l'un des bandits les plus légendaires d'Angleterre. Pas Robin des Bois, que nous avons déjà rencontré, mais Dick Turpin. Le bandit de grand chemin fut exécuté ici même à York, et immortalisé plus tard dans la littérature britannique pour une supposée chevauchée de 320 km de nuit entre Londres et York. Refaisons surface. Notre balade se termine, et le château de York, du haut de son donjon, veille toujours sur la cité. Voilà, nous nous retrouvons une dernière fois dans notre petit studio mobile, devant cette carte qui me montre à quel point le monde à parcourir est encore immense, et dire que nous n'avons même pas bouclé le tour de la Grande-Bretagne. Sans plus attendre,
il nous reste encore un univers à visiter pour poursuivre ce numéro. Un univers musical, bien évidemment. Voici le 4e épisode du Playback. Que peut-on faire pour communiquer en temps de confinement, lorsque tout contact social se voit brisé? Oh, il existe bien l'informatique, tout naturellement. Mais pour les amoureux du papier habitant en bord de la mer, amusez-vous à lancer des bouteilles à la mer. Message in a Bottle, c'est en effet la chanson qui fit décoller la carrière du groupe britannique The Police et de leur chanteur Sting. Sorti en 1979, le single n'est pourtant chronologiquement pas le premier du groupe, puisque le tube Roxanne est sorti 1 an plus tôt, mais connaîtra un succès postérieur. De succès justement, il en est question dans Message in a Bottle, et on peut comprendre la chanson comme l'histoire des débuts du groupe. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day with no one here but me. La chanson décrit donc l'histoire d'un naufragé sur une île déserte, se sentant seul, et envoyant un SOS dans une bouteille à la mer pour ne plus rester seul. Cela peut directement être compris comme une métaphore de la vie, bien évidemment. Le naufragé affirmant à la fin qu'il semblerait qu'il ne soit pas seul dans sa solitude, mais de manière exagérée, les centaines de milliards. Seems I'm not alone and feel alone. 100 billion castaways looking for a home. Mais cette chanson, comme l'affirma plus tard Sting, est aussi une métaphore du succès. Un naufragé seul sur la terre, envoyant un message, une bouteille à la mer, attendant 1 an sans plus d'espoir, et recevant subitement des centaines de milliards de messages. C'est concrètement l'histoire du groupe, qui attendit 1 an après son premier album pour connaître un succès soudain et phénoménal. En partie grâce à ce morceau. De succès, il en est également question dans cette chanson. C'est le titre que vous entendez désormais en générique d'ouverture de la série. Et il est temps d'en donner une explication. Nous sommes en 1998, en Grande-Bretagne. Et un groupe perce de manière spectaculaire sur la scène musicale depuis 2 ans. Placebo, qui existe depuis maintenant 4 ans, mais n'a sorti son premier album qu'en 1996, est vu comme le groupe qui remet brutalement au goût du jour un genre musical en déclin, le rock. Le romantisme trash des textes de Placebo et la mise en scène théâtrale de l'androgynie sur scène attirent immédiatement le regard d'un poids lourd de la musique britannique, David Bowie. Alors l'artiste les invite à jouer ses premières parties, marquant le début d'une collaboration indirecte, d'un parrainage par Bowie du groupe Prometteur, et de nombreux concerts ensemble. Le point d'orgue de cette émulation, c'est justement le titre Without You I'm Nothing, chanson issue de l'album éponyme en 1998, qui voit Brian Molko, le leader du groupe, et David Bowie chanter ensemble. Le morceau évoque de manière métaphorique, récurrence de titre des Placebo, une histoire d'amour qui se termine, une tension entre l'amour et la fin de l'histoire. Mais derrière cette signification, Without You I'm Nothing, le titre de la chanson que l'on peut traduire par Sans toi, je ne suis rien, résonne comme le remerciement et un hommage de Placebo à David Bowie, qui les a propulsés plus rapidement sur le devant de la scène. Il n'est donc guère étonnant, au moment où Placebo prend son envol solitaire, que ce morceau soit joué en duo avec l'icône britannique. From my
Rappelez-vous, nous avons débuté notre série d'analyse de chansons par un célèbre titre joué lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Alors il est tout naturel de clore un cycle par une chanson interprétée lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Londres. Nous sommes le 9 septembre 2012. Un groupe britannique mythique monte sur la scène du stade olympique. Et c'est ce morceau qu'il choisit de jouer pour conclure la cérémonie. The Scientist, c'est en effet l'un des premiers titres phares de Coldplay, sorti sur leur deuxième album A Rush of Blood to the Head en 2002. Cette ballade au piano, dans sa première partie, est née d'une tentative ratée de Chris Martin d'interpréter un soir à Liverpool Isn't It a Pity, chanson de George Harrison, l'ex-guitariste des Beatles. Plutôt que de jouer cette chanson, ce sont les premières notes de The Scientist qui lui sont venues. Le morceau qui en découla, improvisé et enregistré ce soir-là, évoque spontanément l'histoire d'un scientifique focalisé sur ses recherches à tel point qu'il en oublie la personne qu'il aime, qui finit par le quitter. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you to tell you I need you, tell you I set you apart. C'est une chanson de regret, le narrateur souhaitant repartir de zéro et réparer les erreurs qu'il a commises. Chris Martin affirma plus globalement que cette chanson portait sur les filles, et le fait que quel que soit le contexte et les crises dans le monde, si dramatique soit-elle, ce qui nous touche le plus dans nos vies est l'entichement à quelqu'un. C'est pourquoi dans cette chanson, l'amour est placé comme supérieur à la science. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. Par sa simplicité et sa spontanéité, The Scientist fut salué par la critique, propulsant davantage Coldplay dans la lumière et la renommée internationale. L'occasion d'écouter une dernière fois un extrait. No one ever said it would be so hard. Oh, let's go back to the start. See, why are you still being aggressive? Don't tell me that fight to Nell. Oh, come on now. Voilà, on se retrouve à York, ou plutôt virtuellement à Cardiff, après la victoire de l'équipe de France sur le Pays de Galles. Et c'est l'heure de notre coup de sifflet final. Voici le backstop. Le backstop, c'est la fin de cette émission. Une succession d'informations inégales garantie sans coronavirus. Et c'est tout de suite. On commence donc cette fin à des années-lumière de tout virus, au cœur de Paris. Puisque le 3 février, la dénomination d'une rue David Bowie dans le 13e arrondissement a été approuvée par le Conseil de Paris. L'occasion d'écouter un extrait de He Was. On retourne au cœur de l'Angleterre, puisqu'en ce même mois de février 2020, nous avons appris que l'ancien homme fort de la Chambre des communes, le légendaire John Bercow, voyait son étoile se ternir par des accusations de harcèlement moral. Il est en effet accusé, par son comportement colérique, d'avoir tyrannisé ses équipes, accusation notamment relayée par le Blackwood de l'époque. Un scandale qui pourrait bien lui coûter sa place, normalement promise, à la Chambre des Lords. Vu à Nottingham, dans la principale galerie commerciale de la ville, ce masque François Hollande a porté lors de fêtes ou de bals masqués. Nouvelle idée cadeau en perspective. Et si les Britanniques pouvaient connaître Indochine?
En tout cas, à ma grande surprise, le dernier album du groupe est bien en vente chez les disquaires en Grande-Bretagne. Dans ces temps sombres où visiter le Louvre n'est désormais plus possible, c'est une Joconde totalement revisitée que je tenais à vous montrer. Un peu spécial certes, mais libre d'appréciation. Cuisine à présent, puisque je vous emmène à la découverte d'une tradition britannique, pendant notre Mardi Gras français, le Pancake Day. Il s'agit donc de ce jour-là, pour les Britanniques, de préparer des pancakes, d'y ajouter de multiples ingrédients tout naturellement. Il peut y avoir également des courses dehors, où le but du jeu est de courir le plus vite possible tout en faisant sauter le pancake de la poêle. Nous ne l'avons pas fait à York fort heureusement, car même sans courir, bonjour les dégâts. Pour poursuivre notre backstop, je vous propose de découvrir ces œuvres d'un artiste britannique, ancien étudiant en architecture, qui dessine les villes du monde et particulièrement britanniques sous forme de globe. De toute beauté. N'hésitez pas à découvrir le site internet. Dans le backstop du 21 janvier dernier, rappelez-vous, je vous avais parlé des difficultés financières de la compagnie aérienne Flybe, qui était au bord de la faillite avant de faire l'objet d'un plan de sauvetage du gouvernement britannique. J'avais terminé la séquence par cette question. Mais combien de temps la compagnie tiendra-t-elle ? Nous avons aujourd'hui notre réponse. Un peu plus de 2 mois. La compagnie a fait faillite le 5 mars dernier, en raison du, je peux le dire, du coronavirus, qui a lourdement plombé son activité. Après Thomas Cook, une autre compagnie britannique disparaît des radars. Oui, je sais, je vous avais promis un backstop sans coronavirus. Mais je ne résiste cependant pas à l'idée de vous montrer cette image tournant sur les réseaux sociaux. Pour traduire, la Grande-Bretagne demande le contrôle de ses frontières et leur fermeture, écho du discours des Brexiters. L'Union européenne demande aujourd'hui la fermeture des frontières au vu de la pandémie de coronavirus. Et le Royaume-Uni refuse. L'illustration d'une contradiction britannique permanente. Vous vous inquiétez d'ailleurs pour le destin du Brexit en ces temps sombres ? Pas de panique. Le ministre britannique des Affaires étrangères a rappelé qu'il voulait toujours voir se conclure les négociations avec l'Union européenne avant le 31 décembre. Comme si cela était toujours la priorité en ce moment même. Une question intéressante à la une d'un magazine cycliste britannique. Les Français peuvent-ils gagner le Tour de France ? Fort heureusement, ce n'est pas un pied de nez sournois au vu de la razzia britannique ces dernières années, mais d'une vraie question. Encore faut-il que le Tour ait lieu cet été. Pour conclure ce 6e numéro, il est justement temps de partir à la découverte de la 6e et dernière nation de notre périple, mais de manière détournée. En effet, c'est avec grand étonnement que j'ai constaté dans cette librairie de Nottingham, au Royaume-Uni, que les guides touristiques concernant l'Irlande du Nord et Belfast, territoire britannique, étaient classés avec l'Irlande. Le début d'une réunification culturelle ? Enfin, je n'étais pas au bout de mes surprises, car figurez-vous que ces guides de l'île d'Irlande étaient rangés dans l'étagère concernant la France. Un grand fouillis géographique et politique. Le backstop ? C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve un jour peut-être. Ça devait simplement être le 6e numéro de Back to UK. La fin de sa saison de printemps avant le débarquement de sa saison d'été. Oui mais voilà, le coronavirus est passé par là, la situation se dégrade partout en Europe et il devient de plus en plus difficile de voyager. Aujourd'hui, Back to UK s'écrit avec un point d'interrogation à la fin. Dans ces circonstances, la série connaît une fin provisoire. Il est probable, à l'heure où cette séquence est enregistrée, que l'université britannique ferme toutes dans les jours à venir, et qu'il ne soit pas possible
de revenir en terre britannique après ses vacances d'intertrimestre. Mais en dépit de ce contexte, il reste beaucoup de choses à découvrir dans ce pays. Quelques projets à encore développer et vous faire découvrir. J'espère vivement que l'optimisme l'emportera et que Back to UK fera un ultime retour prochainement, parce que ce numéro n'est pas digne d'une fin. En attendant, devant l'impossibilité de prédire l'avenir de manière fiable, entre fin d'une aventure et simple pause vers de derniers numéros ambitieux, je vous laisse avec d'ultimes images, d'ultimes lueurs de York. Nous étions le 23 mars, nous nous retrouvons devant une fin amère. Thanks and see you later. C'est le malaise du moment, l'épidémie qui s'étend, la fête est finie, on descend, les pensées qui glacent la raison, paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit, on ouvre le loquet de